RFM. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, l'heure du grand journal. À la une, trafic de passeports diplomatiques, fortune diverse pour les mises en cause. La plus lourde peine à Djadji Condé, 2 ans en 10 mois ferme. Ils devront également payer une amende à toutes les victimes. Verdict ce matin. L'affaire Idrissa Gana Gueye, les soutiens se multiplient pour l'international sénégalais à travers le monde. Souleymane Jules Diop, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO sur les plateaux de TV5 Monde, convoque la Déclaration universelle des droits de l'homme en ses articles 10 et 18 pour prendre la défense de Ghana. Ici à Dakar, le collectif Andesam Djikoyi a saisi l'ambassadeur de la France sur cette affaire à travers une lettre de protestation. Attaque de responsables de l'opposition contre la DGO, la Direction Générale des Élections. Le ministre de l'Intérieur ne cache pas sa colère. Antoine Félix Diome cite l'article 76 du Code électoral qui, dit-il, est clair concernant le dépôt des listes de candidature. Le ministre avertit, force restera à la loi, a-t-il dit. Propos tenus ce matin lors d'un atelier organisé par la société civile. Première réunion du comité de suivi du protocole d'accord signé le 26 février dernier. Le gouvernement et les syndicats du G7 sont en conclave depuis ce matin. L'actualité internationale, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le sport Sodatiam, point de vue, mesure encore annoncée hier par le chef de l'État en Conseil des ministres pour faire face aux accidents de la route et leur longue liste de victimes. Quelle pertinence, quelle analyse en faire? Débat en fin de journal. Abdou Cham est à la technique de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. D'abord, nous parlons de l'affaire des trafics de passeports diplomatiques impliquant 2 députés membres du parti au pouvoir, Boubacar Biaye et Mamadou Sall, vont devoir rester en prison. Ils ont été condamnés respectivement à 5 et 6 mois fermes. Ils devront également payer des amendes à toutes les victimes dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques. Le verdict a été rendu ce matin par le tribunal Famadion. Les 2 députés ont été condamnés à 2 ans de prison, une décision assortie d'une peine ferme, 6 mois pour Mamadou Sall, alors que Boubacar Biaye a pris 5 mois ferme. Un verdict jugé sévère par l'avocat des 2 députés, maître Antoine Mbengue. C'est une décision qui nous surprend, dans la mesure surtout que le député Boubacar Biaye a été relaxé au bénéfice du doute pour l'infraction d'escroquerie. On s'attendait à ce qu'il soit totalement relaxé. On se surprend à constater qu'il a été condamné pour faux et usage de faux. Parce que le faux dans cette matière devait être un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie. Pour la condamnation également même, cette peine n'est pas sérieuse pour la dimension des individus. Donc si on n'est pas convaincu, on doit relaxer au lieu d'être enfermé dans le tribunal de l'opinion publique, dans le tribunal de la rue. Placés sous mandat de dépôt en janvier dernier, les 2 députés vont recouvrer la liberté dans les jours à venir. Alors, vont-ils interjeter appel? Maître Antoine Mbengue. J'attends de rencontrer mes clients. Moi, je ne suis que mandataire et s'il faut faire appel, on le fera. Mais je ne peux pas prendre la décision de faire appel sans les rencontrer. D'autant d'ailleurs que Mamadou Sall sort dans quelques jours. Mais s'il ne dépendait que de moi, je fais appel systématiquement de cette décision parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout fondée. L'affaire a éclaté fin 2021. 2 députés de la mouvance présidentielle cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. S'en suivra une procédure de levée de leur immunité parlementaire, puis leur placement sous mandat de dépôt. À noter que le principal accusé dans cette affaire, Djadji Condé, a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 10 mois ferme. Femme John, je vous l'annonçais, le ministre de l'Intérieur qui déplore les attaques de certains responsables de l'opposition, attaque contre la Direction Générale des Élections et contre la société civile et déclare que l'article 76 du Code électoral est très clair sur le dépôt des listes de candidature. Antoine Félix Diome déclare que force restera à la loi. Il s'exprimait ce matin en marge de l'atelier organisé par la société civile sur le programme Nieti Élections. Écoutons le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, au micro de Koumba Sandiane Faye. C'est le lieu pour moi d'apporter mon soutien aux membres de la société civile qui ont ces derniers temps fait l'objet d'attaques non seulement subjectives mais injustifiées. Nous connaissons le rôle de premier plan que vous avez joué depuis les années 1990 pour l'avènement de notre démocratie au niveau où elle se situe aujourd'hui, saluée et célébrée à travers le monde. Je voudrais également associer
même à ces remerciements et à ce soutien, l'ensemble, je l'ai dit tantôt, des acteurs du processus. Mais vous me permettrez de m'appesantir sur la direction générale des élections. Je vais m'y arrêter un peu. Vous l'avez rappelé tantôt, monsieur le directeur de l'USAID, professeur comme excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est normal. Les élections charrient toujours de la passion. C'est normal. Quand on est dans une compétition, le patriotisme s'exerce à travers la fougue et l'engagement de chacune et de chacun de nous. Mais quand même, nous devons savoir raison garder et mettre hors d'atteinte certaines structures sans l'accord desquelles nous n'aurions pas pu en arriver à ce stade où nous sommes. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, l'ancien député Cheikh Oumar Sy, membre de la coalition Ars Sénégal, lui apporte également son soutien à la coalition Yewwi Askan Wi dans son combat contre l'invalidation de sa liste pour le département de Dakar. Il déclare que tout le monde doit pouvoir participer aux élections du 31 juillet prochain dans l'intérêt de la démocratie. Voici Cheikh Oumar Sy au micro de Koumba Sayan Faye. C'est pas une question de nombre de députés que Ars Sénégal souhaite avoir, mais c'est les forces que nous devons unir ensemble pour barrer la route au président Macky Sall en 2024, si tant est qu'il veut faire un troisième mandat. Et ça, il faut être vraiment conscient des enjeux et ne pas limiter à une guéguerre que nous souhaitons que Yewwi n'aille pas aux élections. C'est pas sincère et c'est pas honnête. Pour moi, c'est une compétition. Et dans cette compétition, il y a un moment de doute et nous souhaitons tout le soutien à Yewwi pour qu'il ait leur liste à Dakar. Barthélémy Diaz est un ami, nous savons le combat qu'il mène politique, Sonko la même chose, tous les gens qui sont à Yewwi, nous sommes proches. Mais nous avons fait le choix de mettre une coalition AR et nous sommes aujourd'hui des compétiteurs et nous sommes dans la diversité de l'opposition. Et nous savons qu'on aura de l'électorat et à ce moment-là, nous jugeons opportun. On n'a pas dit que les 7 députés reviennent à AR, mais on a dit qu'il serait vraiment dommage que les 7 députés tombent dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. L'ancien député Cheikh Oumar Sy, direction Touba, où c'est la disgrâce entre Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké et les karimistes. Ces derniers ont décidé de tourner le dos au député président du groupe parlementaire libéral. Ils lui reprochent des activités fractionnistes en perspective des élections du 31 juillet prochain. Eh bien, ces partisans de Karim Wade ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition Yewwi Wallu. Papa Balla Gaye. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, tu n'es qu'un manipulateur déguisé en militant pour régler tes comptes. Le divorce consommé avec Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, les karimistes de Touba tournent la page et investissent Khadim Tall comme nouveau coordinateur du Parti démocratique sénégalais à Touba. Khady Fall, porte-parole des karimistes de Touba. La fédération départementale du Mbacké, nous nous engageons à jouer le rôle du capitaine pour mener à port le bateau du PDS de Mbacké. Vive le PDS. Une occasion de plaider encore pour le retour de Karim Wade sans condition. Nous préparons le retour du président Karim Wade. Bi nga xam ne retour am dafa nekk demande sociale. Karim day ñëw. Karim day ñëw par la force day ñëw. Karim day ñëw par la force day ñëw. Karim day ñëw par la force day ñëw. Décidés à participer aux élections législatives, les karimistes de la ville-centre de Touba réitèrent leur engagement à travailler aux côtés de la coalition Wallu Yewwi. Plus de doute que le 31 juillet 2022, le département de Mbacké va retrouver ses couleurs d'espoir et gloire. Du PDS, le département de Mbacké s'engage à battre campagne avec la grande coalition Yewwi Wallu pour une victoire éclatante. Première assemblée générale après la démission annoncée du président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, les jeunes karimistes entendent reprendre du poil de la bête et récupérer ce qu'ils appellent leur bastion politique. Papa Balla Gaye, Touba, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Et puis nous parlons de l'affaire Idrissa Gana Gueye. Je rappelle que le collectif And Sam Jikko Yi a saisi tout à l'heure l'ambassadeur de la France ici au Sénégal sur cette affaire à travers une lettre de protestation. Nous y reviendrons d'ailleurs lors de nos prochaines éditions. Les soutiens qui se multiplient justement pour l'international sénégalais à travers le monde. On voit tout cela avec Awambaye.
Les soutiens se multiplient et Claude Sillard, animateur à RFI, est monté au créneau pour défendre l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye. Selon lui, le joueur du PSG a le droit de décider de sa posture en société et il est libre de soutenir ou non une cause. Hier aussi, le sujet sur Gana Gueye qui a refusé de porter le maillot avec le flocage aux couleurs du drapeau LGBT a secoué le plateau de Touche pas à mon poste animé par Cyril Hanouna sur la chaîne C8 et le chroniqueur Gilles Verdez a apporté son soutien à Gana et le fait savoir en ces termes, je cite, « Ça prend une ampleur et moi je le soutiens. Il faut déjà dire qu'Idrissa Gana Gueye est un homme exemplaire. Il vient de récolter lors d'un gala de charité 1 million d'euros pour les jeunes malades. Il n'a pas envie d'arborer un maillot en arc-en-ciel et je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. » Fin de citation. Mais Gilles Verdez, à travers ses propos, a subi les attaques d'un autre chroniqueur dans la même émission, Mathieu Delermont, qui l'insulte et quitte le plateau. Les coéquipiers de Gana en sélection ne sont pas en reste. Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr, Nampalys Mendy, Kalidou Koulibaly, chacun a publié un texte ou une image pour montrer son soutien à Idrissa Gana. Mais ces publications n'ont pas manqué de susciter des critiques au sein de leurs clubs respectifs qui se disent tous contre l'homophobie. Par contre, Zamalek, le club égyptien, a partagé sur les réseaux sociaux un message pour dire qu'il est avec Gana Gueye. Et sur le plateau de TV5, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO a exprimé sa solidarité aux footballeurs sénégalais. Awamba, nous restons justement avec Souleymane Jules Diop, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO que vous venez de citer tout à l'heure. Et bien sûr, il a convoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme en ses articles 10 et 18 pour prendre la défense de Gana Gueye. On l'écoute. La norme la plus élevée, au-dessus de laquelle il n'y a rien, c'est la Constitution française, qui dit qu'une personne a le droit de ne pas commettre un acte quand cet acte est contraire à ses croyances et contraire à ses convictions religieuses. Et c'est exactement le cas. Et il y a beaucoup de faits dans l'histoire. Même pour les médecins, ça va plus loin. Pour les médecins, la clause de conscience va plus loin. Elle va jusqu'à dire que quand un médecin, même un acte légal, quand un médecin pense qu'il est contraire à ses convictions personnelles, il ne peut pas les prendre. Agir dans un sens ou dans un autre. Et donc, ce débat ne se pose pas. J'ai donné l'exemple historique de Mohamed Ali. Défendre son pays, intégrer l'armée, c'est plus fort. En 1967, il a été appelé dans son pays, les États-Unis. Il a refusé. Il a dit que sa religion ne l'autorisait pas à verser du sang. Il a été condamné. On lui a retiré son titre. 3 ans après, 4 ans, en 1971, la Cour suprême des États-Unis lui a donné raison. Et je suis sûr, je ne sais pas comment cette affaire va se développer. De toutes les façons, Gana est dans son droit, il est dans sa raison et il a aussi le droit avec lui. C'est le droit européen, c'est le droit universel, c'est le droit français qui le protège. Mais, encore une fois, ce débat qu'on veut soulever, peut-être dans un contexte particulier, préélectoral en France, où il y a une sorte d'effervescence pour tout ce qui est lié à l'islam, et il faut le dire évidemment, qui sert d'adjuvant à tous les racistes pour se montrer. Je dis, ce garçon, il s'est engagé pour jouer au football. Il est payé pour jouer au football et heureusement, il le fait très bien. Il n'est pas payé pour défendre des causes, surtout quand ces causes sont s'opposent à ses convictions religieuses. Souleymane Jules Diop, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, il répondait aux questions de Babacar Fall. Midi 14, la suite du journal avec les coupures d'électricité notées ces derniers jours. L'île Amorphile dans le Podor n'est pas épargnée. Les habitants sont d'ailleurs montés au créneau pour demander à l'État de rompre le contrat avec la compagnie maroco-sénégalaise d'électricité, la Comacel. Selon ses habitants, va finir par installer la famine dans la zone. Toutes les activités économiques sont au ralenti à cause des coupures d'électricité, s'indigne la population. Ndeye Mati Dieng. Dungel, Kaskas, Tchila, Siouré,
Tchambès, Boki, pour ne citer que ces localités, toute l'île à Morphil est confrontée à de sévères coupures d'électricité, situation que les habitants dénoncent en pointant du doigt la Comacel, compagnie maroco-sénégalaise d'électricité. Adam Djei, coordonnateur du mouvement Kohen Mindjeya. De très longues coupures sont en train d'affecter nos campagnes agricoles car les pompages de ces champs dépendent du réseau électrique. Nos champs sont en train de partir en fumée pratiquement. Déjà, les populations ont faim. Ici, ajoutent les sabotages de nos campagnes par la Comacel. Il ne s'agit pas seulement de nos champs. Beaucoup de forages des villages de l'île à Morphil dépendent aussi de ce réseau électrique. Ça veut dire qu'au-delà de la faim vivent les populations, ici ajoute aussi la soif. Ce qu'ils veulent, c'est d'être alignés au réseau Woyofal. Adam Djei. Nous profitons de cette occasion pour réinformer de l'exploitation de cette société au détriment des populations de notre zone. Que vous consommez ou que vous ne consommez pas l'électricité, chaque fin du mois, tu renouvelles ta recharge ou bien on te coupe si tu es un client de la Comacel. Il y a même des ménages qui rechargent d'eau, voire 3 fois dans le mois, des quantités d'énergie à la hauteur de 8000 francs par recharge pour continuer à s'alimenter. Vraiment, ce sont des situations extrêmement difficiles. Nous avions voulu le courant, nous demandions le courant, mais vraiment pas à ce degré de sacrifice. Nous dénonçons cet état de fait. Nous dénonçons ce manque de communication notoire de la Comacel qui frise même un manque de respect notoire et nous réclamons l'abonnement Woyofal. Mardi dernier, la société expliquait ces très longues coupures par une panne technique qu'ils n'ont pas pu identifier. Nos tentatives de les joindre à nouveau ont été vaines. Ndemati Dieng, Podor, Radio Futur Média. Santé à présent pour parler du paludisme à Thiès. 6242 cas confirmés, 25 décès, 300 cas graves dans toute la région. Eh bien, les autorités, lors de la revue annuelle sur la maladie, ont tiré la sonnette d'alarme. Cheikh Anta Diop, un message de sensibilisation a été adressé aux populations. Revenons sur le paludisme dans la région de Thiès. Babacar Dieye, le superviseur régional des soins de santé primaire, a rappelé d'abord que le paludisme est toujours là. Les chiffres sont inquiétants. Pour l'année 2021, on a enregistré après 6100 et quelques cas de paludisme, recensé aussi 25 cas de décès. Aussi, il y a des cas graves, presque 300 cas de palu graves au niveau de la région de Thiès. Ça veut dire que même si on est dans la zone de préélimination, on a toujours des cas de palu. L'heure n'est pas baisser la garde par rapport vraiment à la lutte contre le palu. Heureusement, la cadence vers l'élimination du paludisme s'accélère dans la région. Les acteurs sanitaires et organisations communautaires de base sont sensibilisés et mobilisés. Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette lutte. Il n'y a pas péril à la demeure. Les cas, on essaie de les gérer. Il y a la mortalité, mais aussi c'est le rôle de tous les acteurs vraiment de sensibiliser pour que les gens puissent savoir que le palu est toujours là et que le palu peut se guérir très rapidement. Quand on a un cas de palu recensé, ce cas de palu-là, s'il vient au niveau de la structure, on va suivre ce cas jusqu'à la maison pour faire l'investigation dans la maison, faire l'investigation aussi autour de sa concession, voire à peu près jusqu'à 5 concessions qui l'entourent pour voir est-ce qu'il y a d'autres cas avec des TDR ultra sensibles qui peuvent vraiment détecter des cas de palu. En dehors de ces pratiques innovantes, les techniciens de la santé ont lancé ce slogan: il faut dormir sous moustiquaire imprégné pendant toute l'année. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis le ministère de la formation professionnelle qui réagit après la sortie des responsables de l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle, pour dénoncer la réduction drastique de leur budget, une situation qui a bien sûr des conséquences pour les élèves et pour les étudiants pris en charge par la structure. À en croire le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle, il s'agit juste d'une priorisation des dépenses. Gorgui Ndiaye dément par ailleurs tout relent politique dans cette affaire. Gorgui Ndiaye avec Eladji Ndiogou Diène. La situation elle est un peu regrettable, en tout cas tel que ça a été présenté. Bon, je dois juste rappeler que l'ONFP est un établissement public qui relève du ministère de la formation professionnelle et qu'à titre, comme tous les autres établissements publics, agences et autres structures assimilées, en début d'année de gestion, le conseil s'est réuni, présente un projet de budget au ministère de tutelle, ici en l'occurrence le ministère de la formation professionnelle. Ensuite, le budget est transmis au ministère des Finances pour approbation. En fait, dire que le budget de l'ONFP a été réduit, bon, je pense que ça ne recoupe pas la réalité. Je pense que le budget n'a pas été réduit. En fait, ce qu'il faut dire, comme on l'a dit, le budget peut-être n'a pas été approuvé. Ça, c'est différent. Un budget qui est réduit et un budget qui n'est pas approuvé, c'est pas la même chose. Vous savez, la déontologie administrative ne nous permet même pas, par presse interposée, de réagir sur des propos venant d'un service qui relève du ministère.
Bon, c'est pourquoi je ne peux pas trop m'avancer sur la question. En tout cas, ce que je peux vous dire, avec certitude, le budget de l'ONFP n'a pas fait l'objet, en tout cas, d'une baisse. Les responsables de l'ONFP semblent insinuer un problème politique entre Dame Diop et Souleymane Soumaré, qui sont tous les deux des responsables de l'APR dans la région de Diourbel. Qu'en est-il exactement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que déjà, j'en suis même sûr, j'allais dire, ce qui s'est passé, tout le monde sait que, bon, à Diourbel, bon, certes, on n'a pas gagné les élections, mais ça ne peut pas avoir un rapport avec ce qui se passe au niveau de l'ONFP. Le budget de l'ONFP a été soumis au ministre de tutelle, qui l'a transmis au ministère des Finances. Bon, nous, en tant que ministère de tutelle, nous avons nos raisons, tout comme le ministère des Finances aussi a ses propres moyens d'apprécier. Ça, vraiment, je pense que c'est faire un mauvais procès à monsieur le ministre. C'était donc Gorgui Ndiaye, oui, le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle. Direction la commune de Sokone, c'est dans la région de Fatick. Là-bas, les autorités municipales veulent faire du chômage des jeunes une priorité. Et c'est en ce sens qu'elles ont signé une convention tripartite avec un consortium d'entreprises. Un partenariat qui vise entre autres l'insertion de tous les jeunes diplômés du centre de formation professionnelle de Sokone. Aminata Goudiaby, il est aussi prévu une réorganisation du secteur des conducteurs de moto Jakarta. Ce combat contre le chômage des jeunes engagé par la mairie de Sokone passe par le renforcement du centre de formation professionnelle de la commune. Il a été créé il y a 4 ans et les autorités municipales ont fait de l'insertion des jeunes diplômés de ce centre un sacerdoce, d'où la pertinence de cette convention. Abdoulatif Koulibaly, maire de Sokone. Nous avons un centre professionnel extrêmement performant. Ils sont à 4 filières aujourd'hui, voire 5 filières. Avec le concours des entreprises, avec qui nous avons signé aujourd'hui une convention tripartite, nous pourrons dans l'avenir mettre plus facilement en position de stage les étudiants qui sont formés ici. Et à terme, peut-être même à les faire recruter. Ce sont au total 5 entreprises évoluant dans différents domaines qui ont signé cette convention avec la mairie de Sokone et le centre de formation professionnelle. Aucune filière de l'établissement ne sera laissée en rade. Mbaye Kébé, coordonnateur de ce consortium d'entreprises. Nous avons ciblé tous les domaines du centre. Si vous prenez le cadre ingénierie, il peut caser tous les stagiaires venant de ce centre. Géobat, la même chose. Digital céramique, il pourra éventuellement accueillir tout ce qui est dans le secteur de BTP. Les conducteurs de mototaxi appelés Jakarta, qui se comptent par centaines dans cette commune, sont aussi pris en compte dans ce partenariat tripartite. Ils seront mieux organisés pour leur propre sécurité. Ce volet consistait à identifier tous les gens qui circulent en moto Jakarta, mais qui exercent le travail de taxi, mototaxi. Il est bon pour la mairie d'avoir un fichier global parce qu'ils produisent des richesses et des ressources sur notre territoire communal. Il est normal qu'ils payent des taxes. Nous avons au plan sécuritaire mis en place des gilets plus récents qui permettent aux véhicules de les identifier de loin quand ils portent les gilets. Une cartographie de la situation foncière est aussi prévue. Le maire de Sokone veut une gestion transparente de ce domaine. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Et puis je vous l'annoncer en titre, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs, le G7 donc, et le gouvernement sont en conclave depuis ce matin dans le cadre de la première réunion du comité de suivi du protocole d'accord signé le 26 février dernier. Cette rencontre intervient à quelques jours seulement de la revalorisation des indemnités des enseignants à partir de la fin de ce mois de mai. Direction Kaolack pour parler de cette rencontre axée sur la justice fiscale. Constat du Forum civil, le recouvrement des taxes cause problème et c'est parce que les populations ne payent pas. La municipalité a d'ailleurs mis en place une nouvelle stratégie pour changer la donne. Pambay Diaw. Malgré ces nombreux nids de recettes, le budget de la commune de Kaolack tourne autour de 4 milliards de francs CFA. Pour le coordonnateur du Forum civil section Kaolack, qu'une partie des populations assujetties à la taxe ne paye pas. Et cette situation s'explique par de multiples facteurs. Abdou Karim Sadji. Au niveau de Kaolack, le constat est général. C'est un constat effectivement qui est un peu général. Nous avons vu que les gens ont des difficultés à recouvrer les taxes. Ceci est lié par rapport à la petite corruption. Les gens aussi sont également un peu réticents au paiement des impôts parce qu'en retour, ils ne voient pas l'impact par rapport à cet argent mobilisé. Toutefois, la municipalité a mis en place une politique pour récupérer le maximum de taxes possible. L'adjointe au maire invite les concernés à plus de collaboration. Adjala Lafal. Appelle à la population de Kaolack de payer les taxes. Les taxes sont très importantes pour la ville de Kaolack. On a beaucoup de maux dans cette ville. L'hivernage approche, on doit saupoudrer la ville. On doit aussi
chercher des solutions. En marge de l'atelier de renforcement de capacité sur la justice fiscale, les acteurs de la société civile ont souligné que la solution du problème de recouvrement des taxes se trouve dans l'élaboration du budget participatif. Ils demandent aux maires de travailler davantage sur le budget participatif. RFM Kaolack, Pape Mbaye Diaw. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Abdou Diouf Junior. Merci beaucoup Barthélémy. Direction la Guinée-Bissau d'abord, on en sait un peu plus sur les raisons de la dissolution du Parlement. La question de l'évolution des institutions reste l'un des principaux sujets de blocage selon RFI. La Guinée-Bissau a un régime semi-présidentiel qui crée beaucoup de tensions entre les différents organes. Idrissa Diallo, homme politique indépendant, candidate à la dernière présidentielle sous la bannière du Parti de l'Unité nationale, affirme à nos confrères que le chef de l'État voudrait donner au président plus de pouvoir. Les députés de leur côté voudraient transformer le pays en régime parlementaire. Depuis que le président Embalo s'est installé, il y a eu un bras de fer entre lui et une bonne partie de la classe politique, y compris son propre camp. Au Mali, le retrait du pays du G5 Sahel préoccupe l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce mercredi. Les membres du Conseil ont regretté le retrait du Mali de la force régionale. Ils espèrent que Bamako va prendre ses responsabilités et poursuivre le dialogue avec ses voisins pour continuer la lutte contre la menace terroriste. Aminata Sek. Ils ont tous regretté le retrait du Mali du G5 Sahel. L'ambassadeur du Ghana, au nom du groupe africain, a reconnu l'incapacité d'un seul pays à lutter contre le terrorisme. Il a appelé à la reprise du dialogue entre Bamako et ses voisins de la CEDEAO. De nombreux membres du Conseil disent attendre avec impatience les résultats de l'évaluation stratégique conjointe sur le G5, une étude pilotée par Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. Ils sont également nombreux à réclamer un renforcement de la MINUSMA en juin 2022, lors du renouvellement de son mandat. Aminata Sek, au Mali, où la mission de l'ONU, la MINUSMA, est empêchée par l'armée d'accéder à la ville de Djenné. Les casques bleus prévoyaient de s'y rendre en début de semaine. C'était pour sécuriser le marché hebdomadaire. Mais l'état-major général de l'armée a catégoriquement interdit à la force onusienne de s'y déployer. Les casques bleus soupçonnent les forces armées maliennes de vouloir opérer sur le terrain en toute discrétion aux côtés des militaires russes considérés comme des mercenaires par l'ONU et comme de simples instructeurs pour Bamako. Et puis au Burundi, Human Rights Watch relève des exactions. Il s'agirait de détentions arbitraires, d'actes de nature de torture, de harcèlement, des assassinats, entre autres des exactions citées dans une enquête publiée par Human Rights Watch. L'organisation disposerait de vidéos, de témoignages, de rapports d'enquête, entre autres. Oumou Kalsoumli. Selon Clémentine de Mondjoy, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch, c'est un système qui opère dans l'impunité quasi totale. Dans la plupart des cas que nous avons documentés, les acteurs de ces crimes n'ont pas été tenus de rendre des comptes. Les abus se produisent vraiment dans les collines du pays. Les auteurs peuvent être les administrateurs locaux, les représentants locaux du Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie, souvent aidés par des membres des Imbonerakure, la Ligue de jeunes du parti au pouvoir, mais en collaboration souvent avec le service national de renseignement. D'ailleurs, on a aussi documenté des cas d'assassinat, notamment par l'armée en réponse à des attaques par des personnes armées non identifiées. On a pu voir, depuis que le président Nachimie a pris le pouvoir, un rapprochement de la communauté internationale avec les autorités qui cherchent à encourager les changements. Je pense qu'il est important pour les partenaires internationaux et régionaux du Burundi d'établir des critères concrets et mesurables attendus du gouvernement pour lutter contre ces violations et assurer que les autorités burundaises traduisent les responsables en justice. Nous parlons de l'adhésion à l'OTAN, la Turquie qui dit niet à la Finlande et à la Suède. Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu à contrer la demande d'adhésion à l'ONU de ces deux pays. Le président turc estime que la Suède est un nid de terroristes. Il prévient qu'il persistera dans cette voie. Erdogan considère que la Finlande et la Suède sont les pays qui hébergent les terroristes du PKK et leurs alliés kurdes irakiens de l'UPG. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. On vous retrouve justement tout à l'heure pour la revue de la presse. Midi 29. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que pour de vrai. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, mesure annoncée hier par le chef de l'État en Conseil des ministres pour faire face aux accidents de la route et leur longue liste de victimes. Quelle pertinence, quelle analyse en faire? Pour en parler, nous serons avec Dr Binta Sen, conseillère technique à l'Agence nationale de la sécurité routière, et avec Pierre Mbahan Gomis, un des responsables du syndicat national des transporteurs routiers affilié à la CNTS et par ailleurs responsable du mouvement Mbahan la solution. Dans ce studio avec nous, Soda Thiam, bonjour. Bonjour, Barthélémy Bingom. Nous parlons football d'abord avec Boubacar Kamara, le milieu de l'OM qui a finalement choisi de jouer pour la France. En tout cas, c'est la grosse surprise de la liste que le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, vient de publier. Mais la non-venue donc de Boubacar Kamara dans la tanière des Lions du Sénégal ne peut pas changer les plans du sélectionneur Aliou Cissé, souligne le journaliste du quotidien Stade, Lamine Mandian Djedjou, que je vous propose d'écouter. Je ne dirais pas que c'est une perte du moment où le joueur n'a encore jamais arboré le maillot de l'équipe nationale. Je ne peux pas dire donc que c'est une perte parce qu'il n'a jamais joué pour le Sénégal, même si ça aurait été une très belle plus-value parce que tout le monde sait que Boubacar Kamara est un excellent joueur, un jeune joueur qui a déjà plus de 150 matchs avec l'équipe professionnelle de Marseille et qui aurait pu incarner l'avenir de cette équipe nationale avec les Pape Gueye, les Bamba Dieng, les Ismaël Sarr. Mais bon, Aliou Cissé a déjà une bonne équipe. Il a eu à travailler avec un noyau dur qui lui a valu une Coupe d'Afrique et une qualification à une 3e Coupe du Monde de l'histoire du Sénégal. Donc, je peux dire qu'Aliou Cissé peut continuer à s'appuyer sur ce groupe, même si ce groupe est encore perfectible. Mais je ne peux pas dire que c'est une grosse perte du moment où il n'a jamais porté le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, le nom de Boubacar Kamara qui a circulé bien sûr dans la tanière, eh bien il a décidé donc de jouer finalement pour la France et pas pour le Sénégal. Coupe du Sénégal justement, suite des 8e de finale ce jeudi soir. Au stade Mawade Wade à 16h, UGB va recevoir Teungueth FC. Au stade Albouri Ndiaye de Louga à 16h, Njambour face au Port. Au stadium Alune situé Diatta toujours à 16h. Le Casasport va accueillir Walidan. Au stade Fodewad, Djambar fera face à USRA. Et au stade Ibrahima Boy, Étoile Lusitana Oslo. Hier, la Lingard de Saint-Louis a obtenu son ticket pour les quarts de finale, mais Génération Foot est éliminée par Agel de Rufisque, un autre grand club de Ligue 1 qui tombe comme ce fut le cas avec le Jaraaf de Dakar, l'Ice Pekin, Guédiawaye Football Club, entre autres. Qu'est-ce qui explique cela? Tentative de réponse avec le journaliste sportif Moustapha Sadio. Pour moi, c'est cette élimination de quelques grosses cylindres de la Ligue 1 face à des équipes de l'échelon inférieur s'explique par 3 choses. La première, c'est le rapprochement des matchs. On n'est pas dans les mêmes dispositions que dans les pays européens où le déplacement n'est pas aussi fastidieux qu'on le pense ici. L'autre explication, c'est peut-être ce rapprochement de matchs-là qui oblige vraiment certaines équipes à, on va dire, tenter de faire un turnover, de tourner leur effectif. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas souvent le même niveau de performance, qui n'ont pas forcément le rythme qu'il faut face à des joueurs, on va dire, des morts de faim. Souvent, la Coupe, dans tous les pays, la Coupe nationale qui oppose des équipes de première division face à des équipes amateurs même, donne cette saveur-là de grand contre petit, ce qui fait que les petits sont souvent beaucoup plus déterminés, beaucoup plus motivés. On va le dire, Génération Foot, cette élimination au tir au but, c'est forcément le fait qu'on n'ait pas eu le 11 titulaire de Génération Foot, par exemple. Après Khadim Ndiaye, portier international sénégalais Soda,
Notre Khadim Diaw, cette fois-ci, brille avec le Oroya AC. L'ancien latéral gauche de Génération Foot, Khadim Diaw, vous l'avez dit, a remporté le championnat de la Guinée avec le Oroya AC, un deuxième titre consécutif avec l'équipe guinéenne. Khadim Diaw nourrit beaucoup d'ambition pour le reste de sa carrière. Il s'est entretenu avec Youssouf Bodian. Être champion de la Guinée cette saison aussi. Ça me fait plaisir d'être champion une deuxième fois, surtout au niveau du Oroya. Franchement, ça me fait plaisir en fait, plaisir. Parce que c'était pas facile avec la Ligue des Champions qu'on a perdu. C'est à cause de ça, c'est pour cela on a même décidé d'être performant sur le championnat pour être champion et pourquoi pas pour aller prochaine fois, par exemple la saison qui vient là pour aller en Ligue des Champions encore. Parce que l'objectif de Oroya, c'est d'être performant en Ligue des Champions pour aller le plus loin, demi-finale ou finale en Ligue des Champions. Et Inch'Allah, avec le travail, Inch'Allah, ça va aller, Inch'Allah. Et je tiens aussi à remercier les supporters de Oroya, les dirigeants et surtout mes fans aussi. Vous venez de boucler votre deuxième saison, c'est la deuxième fois également que vous êtes champion de la Guinée. Est-ce que vous envisagez un peu d'aller voir ailleurs au championnat de niveau plus relevé? Mais bon, actuellement, là, je suis pour Oroya, tu vois, non? Parce que j'ai signé un contrat de 3 ans, donc ça reste 2 ans. Mais plus l'option d'achat là, plus le truc, je pense bien que je laisse mon agent, il travaille sur ce dossier. Mais là, je suis toujours avec Oroya. Khadim Diaw donc qui a brillé avec le Oroya AC Sodetiam Basketball pour terminer les quarts de finale de la célèbre Coupe Saint-Michel. Se joue ce jeudi. Actuellement, l'AS Douane fait face au port autonome de Dakar. À 14h, la Jeanne d'Arc va recevoir l'ASFA. À 16h, le Dakar University Club fera face à BOP. À 18h, l'US Ouakam face à l'AS Ville de Dakar. Et c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Sodetiam. On retrouve Abdou Diouf Junior. Bonjour. Affaire Ghana, ce n'est pas fini. L'Obs a posé 3 questions à Stéphane Saint-Raymond. Réponse du directeur de l'UNFP. Ghana a ses raisons. Nous attendons d'être saisis. On ne refuse personne, mais on interdit à nos adhérents de faire du prosélytisme. Record le quotidien sportif du groupe Futur Média qui a également évoqué l'affaire Gana Gueye pour dire que la Fédération française de football tente de mettre la pression sur le milieu de terrain sénégalais. Elle demande à Ghana de s'exprimer sans délai, rapporte Stade. De porter le maillot en question pour taire les rumeurs, de clarifier sa situation ou de faire amende honorable. L'Observateur nous apprend que d'anciens internationaux alertent sur les menaces qui pèsent sur la carrière de Gana Gueye, la carrière de Moustapha Niasse. L'Obs en parle aussi. Le départ pour convenance personnelle et les conséquences sur son parti. Toutes choses qui font parler à l'Observateur du mythe de la fin. Suite et pas fin de la série Yewi Benno. L'opposition dit niet à la validation de la liste de la coalition au pouvoir. C'est le mandat qu'il écrit à sa une. Confrontation en vue donc et Sonko s'y prépare. Il déclare à la une de Vox Populi: nous allons nous mettre en formation de combat et faire face à Benno Bokk Yakaar et à Macky Sall. Ousmane Sonko qui joue son va-tout remarque enquête qui reprend les propos du leader de PASTEF. Désormais, il n'y a qu'un combat. Benno Bokk Yakaar ne doit pas être sur la liste de départ. Il appelle à un grand rassemblement dans les jours à venir. Bougane n'a pas donné de délai. Le leader de Gomsabop attaque la liste de Benno et l'arrêté Antoine Félix Diome. Tribune nous apprend que Gomsabop dépose 2 recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil de Barthélémy Diaz se réjouit du renvoi du verdict dans l'affaire Ndiaga Diouf. Sud Quotidien, qui rapporte les propos de Maître Ousseynou Fall, écrite à sa une: ce renvoi est une excellente chose. Et le maire de Dakar prend acte et continue à inviter les populations à se mobiliser pour la démocratie. Sud ajoute que Sonko s'est érigé en bouclier pour le leader de PASTEF. Barthélémy Diaz dirigera Dakar pour les 5 prochaines années, a dit Sonko. De toute façon, le délibéré a pris des vacances. Le Témoin qui le barre à sa une fait allusion à la date du délibéré, le 21 septembre prochain, c'est-à-dire en pleine vacances hivernales ou en pleine vacation judiciaire, constate mon confrère. Quoi qu'il en soit,
Barthes est droit dans ses bottes, renchérit l'info. Benno, frustration née des investitures. Macky poste son calmant. Le quotidien nous fait savoir que le patron de la coalition présidentielle prépare une lettre à l'attention de ses militants. Audit de Dakarnave, la concession de l'exploitation des infrastructures de réparation navale accordée à l'ISNAV International livre tous ses secrets. Pour Libération, il s'agit d'une nébuleuse autour de 202 milliards de francs CFA. Mon confrère donne plus de détails à sa une et en page 4. À sa page 5, Record s'interroge sur l'avenir de Mendy en championnat. Son club Chelsea reçoit Leicester, de l'autre Mendy, le milieu du terrain sénégalais Nampalys. Record se demande si les Blues et leurs gardiens sénégalais pourront se consoler avec une 3e place. Ama Baldé et Boy Niang 2 s'unissent pour des objectifs précis. C'est Sunulamb qui l'écrit. Le journal spécialisé en lutte donne la parole à De Gaulle qui déclare « Ils vont désormais s'entraîner ensemble ». C'est tout. Bonne lecture, bonne journée et excellente semaine. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 10 minutes pour parler des mesures encore annoncées hier par le chef de l'État en Conseil des ministres pour faire face aux accidents de la route et leur longue liste de victimes. Quelle pertinence, quelle analyse en faire? Pour en parler, nous sommes avec Dr Binta Sène. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère technique à l'Agence nationale de la sécurité routière. Notre deuxième intervenant, Pierre Mbahan Gomis. Monsieur Gomis, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Un des responsables du syndicat national des transporteurs routiers affiliés à la CNTS et par ailleurs responsable du mouvement Mbahan La Solution. Honneur aux dames d'abord, de Monsieur Gomis. Docteur Binta Sène, vous avez certainement eu vent des mesures annoncées par le chef de l'État hier en Conseil des ministres, le président Sall, qui demande aux ministres concernés de prendre, entre autres, toutes les dispositions nécessaires pour l'application effective à compter du 1er juin 2022 des contrôles routiers groupés, mix police-gendarmerie, douane, eaux et forêts, pour des contrôles donc sur les corridors nationaux. C'est pour faire face aux accidents de la circulation. Comment vous appréciez un peu cette décision du chef de l'État, ces mesures annoncées, puisque on a constaté qu'à pratiquement à chaque conseil des ministres, on annonce des mesures, mais à l'arrivée, souvent, le constat sur le terrain est tout autre. En effet, aujourd'hui, permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de RFM et vraiment de marquer mon intérêt par rapport à cette sensibilisation qui doit commencer. Parce qu'en effet, comme vous le dites, ces accidents de la circulation ont été sujets de plusieurs conseils de ministres successifs, vu la gravité par le nombre de décès. Parce que déjà en 2019, on a noté pas moins de 400 décès, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui meurent tous les jours à cause des accidents de la circulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, véritablement, la plus haute autorité de ce pays aujourd'hui est sensible par rapport à ce problème. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, mais nous avons toujours eu des problèmes par rapport à l'application de ces mesures pour plusieurs raisons que peut-être je pourrais signer. Donc, principalement, je pourrais citer la multiplicité des acteurs, parce que vous verrez que pour gérer ce problème, non seulement il y a le ministère des Transports qui est le lead pour mener ces campagnes, mais aussi nous avons d'autres acteurs. C'est un problème transversal qui, à la limite, touche plusieurs ministères. Voilà, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et on pouvait noter qu'il y avait une certaine insuffisance dans la coordination et de ces activités. Et pour étayer un peu les mesures préconisées par le chef de l'État, nous avons la mise en place de cette agence ANASER que vous avez citée, comme vous me présentiez. Et l'ANASER a pour mission justement de fédérer toutes ces forces, d'apporter une synergie par rapport aux actions de tous ces secteurs pour que tous ensemble on puisse travailler. En tout cas, c'est un mal sur nos routes. Le bilan macabre est vraiment trop lourd. Certains remettent en cause un peu, indexent plutôt l'indiscipline, le comportement de certains conducteurs. Et en ce sens, le chef de l'État a demandé le renforcement de la formation initiale et le perfectionnement des chauffeurs professionnels via notamment les mécanismes du 3FPT.
Ok, en fait, vous avez parfaitement raison, Barthélémy. En réalité, par rapport à ces comportements, une analyse des faits a montré que 90% des causes d'accidents sont dues au comportement humain. 90%. 90% des causes d'accidents. C'est assez énorme. Ouais. Et j'aime bien citer une phrase de l'OMS qui disait que ces traumatismes dus aux accidents, c'est la seule maladie que l'on peut prévenir sans prendre un produit actif, qui est un vaccin ou autre chose. De par le comportement, peut-être en renforçant la formation des usagers par rapport à l'usage de la route exactement, mais aussi en faisant une grande campagne de communication, de sensibilisation sur la vitesse au volant, la conduite en état de fatigue, l'usage de l'alcool et des stupéfiants au volant, l'usage même du téléphone. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons de grands travaux à faire quant à la communication pour essayer justement de changer le comportement des usagers de la route, surtout les conducteurs de véhicules. Il y a une large communication donc autour du respect du code de la route. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur. Le temps de donner la parole maintenant à Pierre Mbahan Gomis, un des responsables du syndicat national des transporteurs routiers affiliés à la CNTS. Alors, monsieur Gomis, en tant que syndicaliste, vous avez longtemps alerté sur les accidents de la route. Hier, le chef de l'État a demandé justement d'engager des concertations avec les acteurs du secteur. Concertation inclusive en vue donc de la conclusion rapide d'une nouvelle convention collective des transports routiers. Alors, ça a été une des revendications des syndicats. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, un début de solution à ce phénomène? Merci Barthélémy de m'avoir donné l'occasion de remercier d'abord le président de la République, Macky Sall, qui nous a accordé une audience par le biais du ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui était le facilitateur, le mardi 17 mai 2022 au Palais de la République. C'était avant-hier. Merci également à la RFM en tant qu'organe de presse qui nous permet à chaque fois que l'occasion se présente de pouvoir donner nos points de vue sur la situation du pays, mais surtout à l'endroit du secteur des transports routiers dont nous sommes acteurs, mais également responsables syndicaux, mais également président du mouvement Mbassad, la solution créée le 16 janvier 2022 à Kokobistimbourg. Maintenant, j'ai entendu tout de suite l'intervention de mon collaborateur, le docteur, mais il n'a fait que confirmer la demande de notre syndicat, la demande du cadre unitaire des syndicats des transports routiers qui nous regroupent actuellement. Je pense qu'elle a parlé de formation. Oui. Je rends grâce à Dieu que pour les gens, la population et les auditrices et les auditeurs qui me suivent, c'est une doléance ancienne. J'ai toujours demandé à l'État de créer des centres de formation technique professionnelle dignes du nom. Il a demandé le renforcement de la formation initiale et le perfectionnement des chauffeurs professionnels. C'est synonyme de ce que de notre demande, c'est ce que nous avons toujours demandé. La création d'un centre, elle est réelle et elle est obligatoire. C'est une urgence. Mais maintenant, la création d'un cadre permanent, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un cadre qui nous permet de donner les sentiments divers. Donc, nous avons également demandé à l'État d'organiser des séminaires de façon périodique et régulière et de façon décentralisée. Parce que nous avons les problèmes qui sont là. Et même cette formation pourrait donc permettre aux chauffeurs de maîtriser davantage le code de la route, si l'on sait que il y a des chauffeurs qui détiennent des permis de conduire et qui ignorent tout ou presque du code de la route. Mais le mal est plus profond que ça. Parce que imaginez-vous, vous journalistes qui êtes à la radio RFM, je pense que vous n'êtes pas sorti de l'école ou bien de l'université avec tous vos outils intellectuels
et aller directement dans un studio. Vous avez subi des formations professionnelles à la matière dont vous avez fait option. Donc, raison pour laquelle, pourquoi pas, avec des professionnels, que nous assistons à des accidents au jour le jour. Le docteur a dit, nous parlons tout de suite de 2 décès par jour. Et ce nous devons rester les bras croisés avec un silence absolu, tout en assistant à ces choses-là. On parle de 163 milliards par an sur l'argent du contribuable sénégalais. Mais il est temps que chacun puisse prendre sa responsabilité à tous les niveaux pour qu'on puisse dire rien que la vérité. D'accord. Maintenant, je pense qu'on a fait des séminaires en mettant des milliards dans l'organisation de ces séminaires pour réduire le taux de mortalité à travers les maladies. On peut prendre des exemples, le sida et le paludisme. Et pourquoi pas maintenant l'État stade à mettre ces mêmes milliards pour pouvoir organiser des séminaires, pouvoir créer des salles de formation professionnelle, créer un cadre nous permettant de nous retrouver régulièrement autour d'une table, de regarder l'œil dans l'œil avec courage. De se dire, d'accord, de se regarder, de se dire des vérités, bien sûr. Merci Pierre Mbahan Gomis. Je reviens à vous tout à l'heure, Pierre Mbahan Gomis. Docteur Binta Sène, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 90% des accidents sont liés au comportement des conducteurs sur la route. Est-ce qu'il ne faudrait pas sanctionner, utiliser le bâton pour dissuader? Oui, en effet, moi je me dis que peut-être ce serait... d'aucuns préconisent d'utiliser le bâton. Mais à mon avis, je pense qu'il serait beaucoup plus utile de mieux sensibiliser les usagers. Oui, parce que depuis des années, on sensibilise et le phénomène s'aggrave de jour en jour, malheureusement. Oui, mais je ne pense pas que le bâton réellement puisse... C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait renforcer les sanctions, comme l'a préconisé les autorités. Mais je pense qu'à mon avis aussi, il serait bon à côté de mieux sensibiliser. Parce que je pense que si on parle aujourd'hui de la gravité des conséquences de ces accidents, parce que, comme M. Gomis l'a dit tout à l'heure, il y a un certain coût sur le plan économique. Nous avons, aujourd'hui, on parle de 3 à 4% de notre PIB au niveau national. Mais il faut aussi dire que ces accidents de la route coûtent pour l'individu au niveau des finances, au niveau social, au niveau même de la communauté. Parce que qui parle d'accident de la circulation parle de blessés, parle de décès. Et les victimes sont en général... Il y a des victimes qui ont perdu certains de leurs membres à jamais. Bien sûr, et c'est là où je voulais en venir. Parce qu'aujourd'hui, les principales victimes de ces accidents, c'est la tranche d'âge de 14 ans à 49 ans, qui est vraiment la tranche vive d'une société. Et qui parle d'accident parle de blessés. Qui parle de blessés parle d'interruption temporaire ou parfois permanente de travail. Et ça, il y a un manque à gagner par rapport à la famille, par rapport à l'individu, par rapport à l'État. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un accident, on parle de prise en charge hospitalière. Et dites-vous que derrière ces décès, derrière chaque décès, il faut compter des centaines d'hospitalisations, des centaines de consultations au niveau des hôpitaux. Et qui parle d'hôpital parle de frais de transport, parle d'achat de médicaments. Et aujourd'hui, on peut voir que les conséquences de ces accidents-là peuvent même entraîner des dépenses catastrophiques au niveau de la famille. Et que les familles peuvent ne pas forcément supporter. Et parfois, ils ne peuvent pas supporter. Un exemple, une prothèse de la hanche aujourd'hui doit vous coûter pas moins de 1 million. Allô? Oh, malheureusement, on perd, docteur. Merci beaucoup, en tout cas, docteur. Malheureusement, le réseau fait des caprices. Docteur Binta Sène, que nous allons retrouver justement dans le journal de 13h. Pierre Mbahan Gomis, je vous donne la parole en quelques minutes. Les autorités préconisent l'adoption, la mise en place du permis à points, peut-être une solution. Vous partagez cet avis, cette proposition, le permis à points? Oui, nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau, mais je voulais que l'État, nos gouvernants, nous soient plus vigilants et plus regardants sur la question des permis à points. Je pense que depuis 2012, on nous annonce
la mise sur pied des permis à points. L'application. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu sous les yeux. Et on nous parle du site, il disait 3 ans. Mais ce que je veux vous dire par là, en premier lieu, je pense que regardons les pays les plus forts, les plus puissants et les mieux organisés. Et là-bas, il y a déjà les permis à points. C'est là-bas qu'il y a plus d'accidents qu'en Afrique, qu'au Sénégal. Donc le permis à point peut ne pas forcément être une solution. L'État nous jugera dans l'avenir, le jour que nous en serons à l'existence des permis à point. L'État nous jugera. D'accord. Nous parlons en connaissance de cause. En connaissance de cause. Quand il s'agit de sanctionner, il y a combien de chauffeurs qui sont dans les prisons? Il y a combien de permis qui sont reçus de façon provisoire, de façon définitive? Il y a combien de permis chauffeurs qui ont payé des amendes forfaitaires? Donc pour vous, la solution à tout cela, c'est la sensibilisation et la formation. Le renforcement de la capacité professionnelle. Et que les chauffeurs ici, pour avoir une conscience professionnelle, nous sommes des professionnels. S'il s'agit de mort, s'il s'agit d'accident, c'est un phénomène qui concerne tous les usagers de la route, que ce soit les deux roues, que ce soit les piétons, que ce soit les professionnels, que ce soit les amateurs. Tous les acteurs de la route. Merci Pierre Mbahan Gomis. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Pierre Mbahan Gomis, un des responsables du syndicat national des transporteurs routiers affilié à la CNTS, par ailleurs responsable du mouvement Mbahan La Solution. Merci également au docteur Binta Sen, conseillère